Merci. Il est à lui, Jean. Il est au bout, d'accord. Merci beaucoup. Bien, on m'entend bien, je crois. Oui, très bien. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Cécile Parent et je suis présidente de l'association Deux peuples, deux États, Israël-Palestine, qui a été créée en 2004. Et les objectifs ne sont toujours pas réalisés. Je remercie l'assistance qui est présente, sans laquelle on ne pourrait rien faire. Je remercie le Musée des Beaux-Arts qui nous loue cet amphi qui est très agréable, qui est bien pentu, on voit bien, il est très bien. Et puis je remercie surtout M. Cohen qui vient gracieusement pour nous parler d'un sujet très chaud, très éruptif, qui est la morale de la guerre, Israël et la morale de la guerre. Alors, Sami Cohen est directeur de recherche émérite au Centre de recherche international de Sciences Po, et il est un spécialiste de la société israélienne et de son armée. Nous le connaissons un peu, je le connais un peu, pour avoir lu, pas tous ses livres, mais pas mal de ses livres, et parce qu'il était venu en mars 2017 faire une conférence très intéressante et presque réjouissante, pour une fois, sur Israël et les colombes de la paix. C'est un joli titre. Et il montrait que les colombes de la paix, ce sont cette centaine d'ONG israélo-palestiniennes dont on parle trop peu et qui travaillent sur le terrain avec les risques du terrain au rapprochement des peuples. Alors ces ONG repèrent et dénoncent les injustices, les manquements aux droits et encouragent le développement de l'empathie entre juifs et arabes, entre les deux peuples juifs et arabes, qui se rejoignent parfois dans leur deuil respectif, dans leurs inquiétudes. On aimerait qu'ils se rejoignent aussi dans leurs espoirs. Et ces ONG ne se résignent pas à un conflit qui serait éternel. La plupart cultivent l'espérance que les deux peuples puissent vivre un jour dans deux États à côté l'un de l'autre, et non pas à la place l'un de l'autre. C'est pourquoi notre association milite depuis sa création en 2004. Donc entre la mer et la rivière, ni Grand Israël, ni Grande Palestine, de la mer à la rivière. Un jour. Mais depuis le 7 octobre et depuis la terrible guerre asymétrique qui a suivi ce massacre de masse, la violence semble avoir lâché les freins et le bilan humain est effrayant. Donc j'introduirai la conférence de Sami Cohen en reprenant quelques éléments de son introduction et la conclusion de ses analyses dans le livre Tuer ou laisser vivre, Israël et la morale de la guerre.
Alors il dit que c'est justement parce que la guerre engendre les pires sentiments, du côté israélien, une exaspération accumulée et haineuse contre les islamistes djihadistes du Hamas. Et puis du côté des Gazaouis et des Palestiniens, un ressentiment accumulé et désespéré contre les Israéliens, dont les bombardements sont particulièrement intensifs, destructeurs, meurtriers en milieu urbain. Et c'est justement pour cette raison qu'une société démocratique comme prétend l'être Israël doit s'interroger sur les conditions qui rendraient les comportements de l'armée moins inhumains. Alors, le droit de la guerre, comme on dit entre guillemets, il a été défini à la fin du XIXe siècle. La pureté des armes, on en a parlé au Proche-Orient entre les deux guerres mondiales, la morale de la guerre, c'est un marqueur fondamental de la démocratie israélienne qui se voudrait exemplaire. Et cette morale a toujours essayé de poser des limites au droit de tuer, en risquant sa vie, qui définit la guerre. Tuer, mais pas n'importe qui, pas n'importe quand, pas n'importe comment. Il s'agit de limiter la cruauté pour les civils et peut-être aussi de préserver un avenir politique plus pacifique. Point d'interrogation. Sami Cohen va expliquer les oscillations politiques de la démocratie israélienne, qui est, depuis les années 2000, confrontée à la cruauté et aux impasses particulières des conflits asymétriques, qui sont des pièges. Il expliquera ces variations et leurs mécanismes sans aucune complaisance pour les gouvernements israéliens, et tout spécialement pour celui de la coalition d'extrême droite de Netanyahou, aucune complaisance pour l'armée israélienne, l'armée la plus morale du monde, point d'interrogation, ni pour la société israélienne, une société endurcie, exaspérée, dont l'assassinat de Rabin en 1995 a encore accentué les divisions passionnées. Voilà, donc c'est un gros sujet, très, très difficile, très délicat, et nous savons que Sami Cohen le traitera avec délicatesse et honnêteté. Je vais donner la parole à Yves Jouan, qui est le vice-président de l'association, pour qu'il nous dise comment va se dérouler cette soirée et nous parle de diverses choses avant que nous entendions Sami Cohen. Oui, donc très rapidement, évidemment, je vais laisser la parole à Sami Cohen. Merci encore à vous d'être venu. Et simplement, je dois vous dire en introduction, en quelque sorte, vous donner une information, c'est que nous sommes en rapport assez fréquent avec Anne Proutot, qui est enseignante à l'Université catholique de l'Ouest, et qui nous a demandé de vous informer d'une initiative qu'ils ont prise à l'UCO dans le cadre de la programmation des activités culturelles. C'est qu'ils font venir prochainement une pièce, une sorte de comédie dramatique qui s'appelle Jérusalem. Et c'est une comédie qui a été écrite par Ismaël Saïdi. Ismaël Saïdi, qui est un citoyen belge dont la famille est d'origine marocaine, donc d'origine arabe, et qui a écrit cette pièce. Elle est en fait, tout à l'heure tu parlais, Cécile, d'empathie possible à venir entre les Palestiniens et les Juifs. Eh bien, en l'occurrence, il s'agit de cela, puisque cette pièce se passe à Jérusalem, mais elle est la rencontre, je passe sur les détails si on peut dire, entre un Palestinien, un citoyen palestinien d'Israël, et une juive d'origine québécoise, mais qui arrive pour prendre possession en réalité de la maison qu'occupe la famille du Palestinien. Et de plus, cette pièce est jouée par deux personnes qui sont Ismaël Saïdi lui-même
et Inès Weil-Rochant, donc les deux comédiens sont eux-mêmes arabes et juifs. Et de plus, il faut signaler que Ismail Saïdi est quelqu'un qui a commencé à écrire notamment sur les questions du djihadisme. Ça concerne directement la France, puisque c'est au lendemain de l'attentat de Charlie Hebdo. C'est à ce moment-là qu'il a commencé vraiment à écrire sur ce sujet-là. Donc maintenant, nous allons écouter Samy Cohen, et puis ensuite, nous aurons un moment... Il y a la date. Ah oui, pardon. Bonne question. Merci, Henri. Le 28 novembre, c'est jeudi, en fait, le jeudi 28 novembre à 20h. C'est un vendredi. Le vendredi 28 novembre, d'accord. À l'UCO, en tout cas. À 20h. Et donc, maintenant, nous allons écouter Samy Cohen, et ensuite, nous aurons évidemment un débat. Et puis, comme vous avez pu le voir à l'entrée, vous pourrez vous procurer le dernier livre de Samy Cohen. Et d'autre part, même si, merci encore, Samy Cohen vient gratuitement, nous avons tout de même quelques dépenses nécessaires. La location de cet amphithéâtre. Merci encore au musée et à monsieur qui nous accompagne sur le plan technique. Et puis, d'autre part, il y a aussi des frais inhérents à toute préparation de manifestation. Donc, il y a également un chapeau qui circulera et dans lequel vous le voyez, ce chapeau, dans lequel vous pourrez laisser votre bonne. Merci. Et d'autre part, n'oubliez pas d'éteindre vos portables si c'est possible. Merci à toi, Samy. Merci beaucoup. D'abord, un grand merci à Madame Parent. Il y a un problème de micro. Mais là, j'ai l'impression qu'il est au bout. Non, c'est d'autres. Ah non, ça va. Là, c'est bon. Voilà, il faut toujours être à la bonne hauteur. Oui. Faites un essai. Parlez pour voir si on entend. Oui, eh bien. Bonsoir à tous. Merci d'être venus. Non, c'est pas bon. Parlez plus près du micro. Ah. Le micro ne fonctionne Il faut pas. remonter encore ce micro. Vous l'approchez plus. Là, il faut mettre ça L'approchez un peu plus. Ou alors vous allez prendre ça, mais c'est pas comme ça. peut-être mettre un livre dessous. Voilà. Est-ce que là, maintenant, c'est beaucoup mieux? C'est mieux? Bien. On va y arriver. On a jusqu'à 8 heures, donc c'est bon. Merci à Madame Parent et à Monsieur Jouan de leur invitation. Je suis très heureux d'être ici parmi vous. Puisqu'on parlait de chapeau, je voudrais tirer mon chapeau à l'association Deux peuples et deux États qui travaille, qui persévère dans un contexte difficile, horrible, il faut le dire, pour l'avenir de la paix. Alors, je l'ai dit d'autant plus que voilà, moi je suis très sensible à cette question de la paix avec israélo-palestinienne. J'ai moi-même milité quand j'étais étudiant et doctorant dès les années 70. Il n'y avait pas encore de camp de la paix à l'époque. Mais je militais avec une personnalité politique qui s'appelait Lova Eliav, qui avait été secrétaire général du Parti travailliste et qui avait pris le flambeau de la réconciliation israélo-palestinienne. Et il a été le premier, un des premiers en Israël, à dire que le gouvernement israélien devait reconnaître l'existence d'une nation palestinienne. Il a fait un livre, il a fait le papier, il a créé même un parti politique auquel j'ai appartenu pendant un certain temps. Et voilà pour vous dire que je trouve cette initiative, cette association extrêmement, extrêmement positive. Donc, la morale de la guerre. Quelques remarques pour commencer, rapidement. La morale de la guerre, certains m'ont dit, morale et guerre, est-ce que ça va ensemble? Ce n'est pas un oxymore. Alors, la morale ou l'éthique de la guerre, c'est un courant de pensée et de pratiques qui sont cristallisées dès le Moyen-Âge et qui tendent à humaniser les actions guerrières. Soulager les souffrances des blessés, protéger les populations civiles, les prisonniers de guerre, les personnels médicaux, etc. Et
c'est ce courant de pensée qui a donné lieu, au fond, aux conventions internationales, d'abord la Convention de La Haye, et puis aux conventions de Genève et des protocoles additionnels. En fait, là, le droit est la fille de ce courant de pensée philosophique qui visait à humaniser la guerre. Alors, tuer ou laisser vivre, quand même, le titre, ça fait un peu James Bond, je dois le reconnaître. James Bond, c'était pas exactement ça. James Bond, c'était vivre ou laisser mourir. Et là, c'est pas par hasard que j'ai choisi ce titre, parce que il me semble qu'il y a un sens profond dans ce titre, tuer ou laisser vivre. Ça renvoie au fond au dilemme du soldat d'une nation démocratique qui est en guerre dans un contexte de guerre asymétrique, dans un contexte où il doit faire face à des djihadistes, des terroristes, toutes sortes de combattants qui se cachent dans la population, qui utilisent la population comme bouclier humain, qui va tirer, ensuite qui va se cacher dans la population et qui rend la tâche de défense du soldat extrêmement difficile. Lorsqu'il voit progresser vers lui une personne, est-ce que c'est un civil innocent, un habitant de la région, ou est-ce que c'est un terroriste qui cache son arme sous sa veste, et c'est là tout le dilemme. Il a 1 minute, 30 secondes pour décider tuer ou laisser vivre. Mais cette notion-là, c'est le fondement même de la morale. Si un soldat ne se pose pas de questions, si un soldat n'hésite pas avant de tirer, s'il tire d'abord, réfléchit ensuite, ce n'est plus un combattant, c'est un tueur. Et donc ce titre-là me semblait particulièrement important. Et ce livre, je l'ai écrit parce que, au fond, c'est un sujet qui m'intéresse depuis de très longues années. J'ai commencé à y réfléchir il y a 15 à 20 ans là-dessus. J'ai toujours un peu de difficulté à essayer de formaliser ça sous une forme de livre. Et à un moment, ça s'est décanté, ça a mûri. Et je voulais savoir, au fond, dans quelle mesure est-ce que la morale de la guerre, ces principes-là du droit international, étaient importants dans la société israélienne et dans l'armée israélienne. Est-ce que oui ou non c'était important? Alors, oui ou non c'est important, je ne peux pas vous répondre en 2 mots, parce que la morale de la guerre a tenu une place particulière en fonction des époques. Je ne peux pas vous dire blanc ou noir. Alors, en fonction des époques, de quelles époques? Je dirais qu'il y a 4 époques principales si on veut comprendre ce qui se passe dans la société israélienne, dans la démocratie israélienne. Et moi, je pense que la question de la morale, elle est consubstantielle de la démocratie. Une démocratie en guerre, c'est une démocratie qui réfléchit à la question morale, qui sait comment gérer un conflit sur le terrain dans lequel il existe des populations civiles qui ne doivent pas faire les frais de la guerre. Bon, donc, 4 périodes. La première période, c'est la période, au fond, des origines du conflit israélo-palestinien. Donc, je rappelle très rapidement, je ne vais pas vous faire tout un cours là-dessus, que ce conflit qui a commencé dans les années 1920, qui s'est accentué à partir des années 1940, en 1947, vous avez le plan de partage de la Palestine entre un État palestinien et un État juif, accepté par les Juifs, refusé par les Palestiniens qui partent en guerre contre les Juifs. Et donc là, on va avoir une première période entre novembre 1947 et mai 1948 d'une guerre civile entre civils palestiniens juifs et civils palestiniens arabes. Ensuite, en mai 1948, Israël déclare la création de son État. À partir de là, on a un conflit interétatique avec l'incursion des armées arabes jordaniennes, syriennes, irakiennes, égyptiennes, libanaises, sur le sol de l'État d'Israël. Et donc on aura une deuxième période qui va de mai 1948 à mars 1949, date des accords d'armistice, qui est une guerre interétatique. Ce que je voulais dire, mon intérêt pour remonter à cette période-là,
c'est que dès les années 1930, en 1939, ce qu'on appelait le Yishuv, c'est-à-dire la communauté juive de Palestine, ses dirigeants souhaitaient que les combattants juifs se comportent de manière retenue. Ils avaient utilisé cette expression de Havlaga. Havlaga en hébreu veut dire retenue. Et c'est à ce moment-là, en 1939, qu'un des dirigeants du Yishuv a utilisé l'expression de pureté des âmes. Ça peut paraître étonnant, pureté des armes pures. Alors, ce qu'il a voulu dire par là, c'est une chose très simple. C'est que, je le cite, la retenue signifie que nos armes demeurent pures. Nous apprenons l'usage des armes, nous les portons, nous faisons face à nos ennemis, mais nous ne voulons pas que nos armes soient tachées du sang d'innocents. C'est ça l'idée. On combat, on se défend, mais attention, à l'époque, ils voulaient se distinguer de l'Irgun et du Lehi, l'Irgun de Begin de l'époque, qui avait une politique extrêmement violente de rétorsion aveugle contre les civils palestiniens. Le problème, c'est que cette politique n'a pas tenu la route. N'a pas tenu la route parce que dans le feu des combats, vous savez, dans toute guerre, surtout dans les guerres où il y a des civils, où il y a des attaques surprises de l'autre côté, il y a une haine féroce qui se dégage et la volonté de vengeance. Et donc, on a de part et d'autre, du côté palestinien et du côté juif, on a de part et d'autre des massacres de civils, et il n'y a pas un bon et un méchant à cette époque-là. Les deux se conduisent de manière brutale. Je dirais simplement que du côté juif, ce n'est pas une politique délibérée des responsables du Yishuv. Chaque unité, en fait, étant donné que ce n'était pas une armée à l'époque très disciplinée, loyale, obéissante aux ordres, au droit international, chaque unité faisait ce qu'elle voulait. Donc, dans certains cas, une unité rentrait dans un village, se comportait, respectait les civils. Dans d'autres, elle trouvait qu'il y avait eu un combat. Certains de ces soldats avaient été tués par des gens du village. Ils réunissaient les hommes au milieu du village et ils les abattaient. Bon, ça, c'est quelque chose qui a été documenté par les historiens de l'époque, notamment par Benny Morris, et c'était une période assez horrible, malheureusement. Je dirais les années 1850. Les années 1850 ne sont pas beaucoup mieux, parce que les années 1850, on n'est plus dans un contexte de guerre, on n'est plus dans un contexte de menace existentielle. Là, la guerre est terminée. Ce qu'il y a, c'est une menace venant des frontières des Palestiniens qui sont passés de l'autre côté, chassés ou déplacés volontairement ou de force, et qui reviennent en Israël pour toutes sortes de raisons. Visiter la famille, récupérer du matériel, tuer quelquefois des Israéliens. Et là, il y a toute une période de tension énorme aux frontières, avec une volonté, une politique de rétorsion de la part de l'armée israélienne qui va s'appliquer contre ce qu'on appelait les infiltrés, mais pas seulement contre les infiltrés, notamment contre des villages arabes de l'autre côté de la frontière pour leur faire comprendre, attention, si vous aidez les infiltrés, vous aurez affaire à nous. Et donc on a comme ça une série de massacres qui sont produits. Et là, je dis que c'est pire parce qu'on est là dans un contexte étatique. On a une armée d'une démocratie qui agit. Et on a en 1956, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus, en 1956, à la veille de la guerre de Suez, on a le massacre de Kfar Qassem que j'ai documenté, moi qui m'a beaucoup touché parce que c'est un massacre insensé. Le gouvernement avait le projet de partir avec les Franco-Britanniques attaquer les Égyptiens dans la péninsule du Sinaï. Ils avaient donné l'ordre à une unité de sécuriser la frontière avec la Jordanie pour qu'il n'y ait pas de surprise, notamment parmi les villages arabes, parce qu'il y a plusieurs villages arabes qui sont restés en place.
et donc sécuriser cette région. Et donc un colonel qui commandait la brigade, qui dit à ses soldats, écoutez, moi je décrète un cessez-le-feu, pardon, pas cessez-le-feu, je décrète un couvre-feu. À partir de 17h, toute personne qui s'aventure au-delà de 17h doit être abattue. Ces officiers viennent le voir, mais il attendait 17h, mais les villageois de notre village sont déjà partis sur le terrain, ils ne sont pas au courant de cette instruction. S'ils reviennent, qu'est-ce qu'on fait? Il leur dit Allah yarhamou. Allah yarhamou en arabe, c'est que Dieu les ait en miséricorde. C'est insensé. Les villageois de ce village vont être abattus au retour du champ, purement et simplement. C'est quelque chose de totalement insensé. Depuis, tous les présidents de l'État d'Israël sont allés faire un monde honorable, sont allés demander pardon tout simplement aux villageois. Et tous les ans, donc, vous avez une commémoration de Kfar Qassem avec, en fonction des personnalités politiques, certaines personnalités politiques font un monde honorable, d'autres refusent, dans la droite et dans l'extrême droite, de reconnaître qu'il y a eu un massacre. Je passe à la deuxième période. La deuxième période, je dirais, elle commence dans les années 1960 et elle va jusqu'au début des années 2000. 2000, c'est la deuxième intifada. Qu'est-ce qui se passe pendant ces années? On voit progressivement des changements progressifs mais profonds dans la société et dans l'armée israélienne. En fait, il y a une véritable révolution culturelle qui se met en place. Il y a l'éveil de conscience morale. On sent que les gens, la société s'est modernisée, s'est mondialisée, s'est ouverte aux droits de l'homme. L'armée elle-même échange avec les armées occidentales. Elle a intégré les contraintes du droit international. Vous avez donc un contexte, c'est aussi un contexte où il n'y a pas de guerre et de menaces véritables pour les Israéliens dans ces années-là. Et donc, on voit apparaître toute une série de changements, un intérêt accru pour les droits de l'homme, un intérêt accru pour les civils. Donc, lorsque, en 1982, au moment de la première guerre du Liban, il y a eu le massacre de Sabra et Shatila, massacre commis par les phalanges libanaises dans les camps palestiniens, dont le périmètre était contrôlé par l'armée israélienne. Il y a eu 400 000 personnes. À l'époque, 400. C'était... Pardon 400. 400 000. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, on a 400 000 personnes. À l'époque, c'était l'équivalent de 9 millions de Français qui descendaient dans la rue. Et qui ont bloqué Tel Aviv en disant « ça, vous ne le faites pas en notre nom ». Et ça a conduit à une commission d'enquête qui a abouti à plusieurs sanctions contre des chefs militaires et même contre le ministre de la Défense de l'époque, qui était Ariel Sharon. Donc, à cette époque, 1982, on voit éclore des associations de paix, des associations de défense des droits de l'homme, des objecteurs de conscience. Les premiers objecteurs de conscience, c'est 1982. C'est le mouvement Yesh Gvul, qui veut dire il y a une limite, qui refuse une guerre qui n'est pas justifiée par des mesures sécuritaires, qui ne sont pas justifiées par des mesures de défense de l'État d'Israël. C'est des milliers de combattants réservistes qui vont refuser d'aller dans cette guerre. Et on voit l'armée va se doter d'un code éthique formel qui va s'appeler justement la pureté des armes, en 1994, qui décrit point par point quelles sont les contraintes du soldat, où il est écrit clairement que le soldat ne doit utiliser son arme que pour sa mission, que pour se défendre, et doit faire tout son possible pour éviter de toucher des personnes innocentes. Donc, vous voyez, il y a un véritable changement. En 82, je voulais donner des exemples précis et vivants. En 82, lorsqu'Israël est rentré au Liban pour pourchasser Arafat et chasser l'OLP, à un moment, le gouvernement israélien et l'armée décident d'ordonner aux unités israéliennes de rentrer dans Beyrouth pour chasser Arafat. Et vous avez un colonel qui s'appelle le colonel Guérin,
qui est un commandant d'une brigade de blindés, c'est pas n'importe quoi la puissance de feu d'une brigade de blindés, et qui dit je refuse cet ordre d'entrer dans Beyrouth parce que avec mes armes je ferai un carnage qui est totalement inacceptable. Et donc il va être convoqué même par Menachem Begin qui est Premier ministre à l'époque pour lui dire mais qu'est-ce qui se passe, tu dois faire cette... Et quasiment, si ce n'est pas tout juste, s'il le suppliait de retourner et de remplir sa mission. Et il refuse, il sera démis de l'armée. Vous avez un autre exemple, moi, qui m'intéresse beaucoup, qui est un exemple de Samir Kontar. Samir Kontar est un jeune druze libanais de 16 ans qui décide d'effectuer un attentat terroriste. Il rentre du Liban avec une embarcation, avec quelques-uns de ses acolytes. Il atterrit à Nahariya, qui est une des villes du nord d'Israël, au petit matin, et il fait un attentat atroce, vraiment atroce sur une famille israélienne qui ne comprenait rien, des enfants et tout. Et au moment de se replier vers son embarcation, il est encerclé par une unité israélienne. Et le commandant de l'unité reçoit l'ordre de son supérieur hiérarchique de liquider le commando, purement et simplement. Il dit non, c'est quelque chose que je refuse. Mais comment ça dure? Il dit ça c'est un ordre illégal, je n'ai pas le droit de faire ça. Et il refusera. Bon, ce cas est tout à fait intéressant parce qu'il est enseigné dans les écoles d'officiers israéliens. On leur propose des cas d'école, on leur dit qu'est-ce que vous auriez fait à la place de cet officier? Est-ce qu'il fallait le faire ou pas? Et donc c'est un véritable cas d'école intéressant. Un dernier point sur cette deuxième séquence, c'est que l'instauration d'un système judiciaire, d'un procureur militaire général, qui est là pour conseiller le chef d'état-major de l'armée sur ses obligations juridiques, mais également d'ouvrir des enquêtes contre des soldats qui violeraient les droits de l'homme. Je passe à la troisième période. La troisième période, c'est la période de la troisième intifada. Commence en années 2000. 2000, c'est l'échec des pourparlers entre Barak et Arafat, malheureusement. C'est la visite de Sharon à l'esplanade du Temple ou l'esplanade des mosquées. Et à ce moment-là se déclenche la deuxième intifada, qui est une intifada, contrairement à la première, une intifada militarisée, armée, avec des attaques contre les colons, mais des attaques suicides aussi contre la population israélienne qui vit dans les frontières d'Israël. Et là, évidemment, on aura en quelques années 1 millier de morts du côté israélien. L'armée va répliquer de manière très brutale. Au mois d'octobre 2000, 1 million de balles sont tirées par les unités israéliennes. 1 million de balles en un mois. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Mais ce que je voulais dire par là, rapidement, c'est malgré la réaction à la fois de défense et de répression, l'armée s'est gardée un certain nombre de lignes rouges. Qu'est-ce que je veux dire par là? En 2002, pour aller pourchasser les activistes palestiniens qui se sont réfugiés dans Jenin, dans le camp de Balata, l'armée a envoyé des unités entrer dans les camps. Et là, il y a une unité qui se fait prendre en enfilade par des activistes palestiniens, et ils ont plusieurs tués. Et ils demandent l'appui aérien, un bombardement du site pour pouvoir progresser. Et le ministre de la Défense dit non. Moi, je n'envoie pas des avions bombarder un site civil. Vous avez un autre cas intéressant, sur le cas de Salah Shehadeh. Salah Shehadeh, c'était un chef du Hamas qui avait commis plusieurs attentats en Israël, qui était très recherché par le Shin Bet et par l'armée. À un moment, il est repéré en 2002. Et à ce moment-là, l'armée décide, avec l'accord du Premier ministre, de bombarder la maison dans laquelle il se trouve. Donc il y a une bombe d'1 tonne qui est assénée sur la maison et qui détruit la maison d'à côté. La maison d'à côté, il y avait des civils. Il y a 14 civils qui ont été tués, dont beaucoup d'enfants. Et ce qui s'est passé, c'est que deux choses. L'armée
a mis sur pied une commission d'enquête pour savoir pourquoi est-ce qu'on a utilisé une bombe d'1 tonne pour un cas pareil. Et vous avez un autre phénomène, celui des pilotes qui avaient participé à cette mission. Les pilotes ont signé une lettre pour dire qu'ils refusaient d'effectuer des missions de bombardement sur les sites civils. Donc vous voyez, malgré la tension énorme de la deuxième intifada, vous avez comme un certain nombre de lignes rouges. Ces lignes rouges, paradoxalement, elles existent au moins pour la population, pour les civils israéliens. La population israélienne bascule complètement à droite, elle est exaspérée. Beaucoup de militants de paix qui militaient avec des militants palestiniens et qui se rendent compte que du côté palestinien, on soutient les attentats suicides. Il y a quelque temps, on militait ensemble. Maintenant, vous approuvez les attentats suicides, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, là, le camp de la paix se fait quasiment évanescent pendant cette période-là. Et la population, surtout les familles de soldats, ne veulent plus entendre parler du droit international. Et le droit international, en fait, complique la vie des soldats. Les soldats doivent avoir les mains libres de réagir, quitte à faire des victimes civiles de l'autre côté. Mais il ne faut pas leur ligoter les mains. Et donc, vous avez des attaques contre le procureur militaire, vous avez des attaques contre le chef d'état-major de l'armée pour dire protéger nos soldats avant tout. Bon. Alors, étant donné que le temps passe, je voudrais simplement rappeler une chose, c'est le cas de Elor Azaria à cette époque-là, dans cette troisième phase, qui est assez symptomatique. C'est quoi le cas de Elor Azaria? En 2016, 2015, 2016, 2017, vous avez en Cisjordanie beaucoup de jeunes palestiniens qui n'ont pas connu le terrorisme, qui ne sont pas affiliés à une quelconque organisation, qui en ont marre et qui décident d'agir d'eux-mêmes. Et souvent, ils prennent une paire de ciseaux, un couteau, et ils essaient d'attaquer des soldats israéliens ou des colons. On a appelé ça l'intifada des couteaux pendant cette période-là. Et donc en 2016, il y a deux jeunes Palestiniens, ils devaient avoir déjà la vingtaine d'années, attaquent un groupe de soldats israéliens près de Hébron, et ils sont abattus. Un est tué sur place, l'autre est blessé et inconscient, il gît par terre. Il y a eu une vidéo qui a été filmée sur ce cas, où on voit ensuite un des soldats qui est sur place, ils discutent calmement, les gens discutent, ils attendent apparemment une ambulance ou un commandant, on ne sait pas très bien, mais on voit la vidéo, et puis un des soldats qui se dirige vers le Palestinien blessé et lui tire une balle dans la tête pour l'achever. Ça a été filmé. Ça a fait un débat énorme en Israël entre les pour et les contre. Je dois dire, malheureusement, que les pour étaient majoritaires. Avec l'idée qu'un terroriste mérite la mort, même s'il est blessé, même s'il est inconscient, même s'il n'est pas en état de nuire. Et ça, pour moi, c'est une évolution considérable de l'opinion publique israélienne à droite qui ne veut plus entendre parler d'un autre qui peut-être peut avoir ses raisons, d'un autre qu'il faut malgré tout, même si on le combat, il faut le respecter. Cette notion de respect, elle disparaît déjà à cette époque-là. On n'est pas obligé d'attendre le 7 octobre pour savoir comment la société israélienne a évolué. On comprend déjà à ce moment-là l'exaspération de la société israélienne et le fait que beaucoup se disent, mais Rabin a signé les accords d'Oslo avec Arafat. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des attentats suicides dès 1994. Barak a progressé avec Arafat en 2000. Qu'est-ce qu'on a eu? La deuxième intifada. Sharon se désengage de la bande de Gaza. Qu'est-ce qu'on a eu? Les tirs de roquettes Qassam de la part du Hamas. La conclusion, c'est quoi? La conclusion, c'est que, en fait, il n'y a personne avec qui négocier. La paix et les retraits ne sont pas rentables. Au contraire, il faut
se durcir. Et donc vous avez déjà un état d'esprit qui est un état d'esprit d'exaspération vraiment totale. J'arrive à la 4e période et qui va certainement vous faire, imagine, réagir, je ne dis pas réagir en mal, mais poser des questions là-dessus. La période qui commence sur le 7 octobre. Pour moi, c'est une période nouvelle, ce n'est pas exactement la continuation du passé. Le contexte, vous le connaissez, je n'ai pas besoin de le rappeler. Le 7 octobre, avec les atrocités qui ont été commises, la réplique sanglante de Tsahal, 68 000 morts à peu près aujourd'hui, ou peut-être plus, Gaza dévasté à 70%, une crise humanitaire d'une grande ampleur, avec des dizaines de milliers de blessés, quelque chose d'épouvantable. Qu'est-ce qui s'est passé? J'essaie de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Mon travail de chercheur, je ne cherche pas à condamner, je ne cherche pas à approuver, j'essaie de comprendre comment l'armée israélienne a agi pour arriver à une telle situation. Et il faut comprendre l'état d'esprit de l'armée. L'armée est une armée humiliée. Le 7 octobre, l'armée la plus puissante du Proche-Orient n'a pas pu défendre sa population contre quelques milliers de combattants du Hamas ou du djihad islamique. Pour elle, c'est un choc considérable. Elle qui considérait que sa puissance était un facteur de dissuasion, que jamais le Hamas n'oserait attaquer Israël parce qu'il y avait cette force de dissuasion, cette notion de dissuasion s'effondre brutalement. Et là, on a un effondrement moral. Quand je compare à la deuxième intifada, quand je me suis intéressé à la deuxième intifada, je pensais que les soldats israéliens allaient beaucoup trop loin dans la réplique. Mais quand je compare deuxième intifada et aujourd'hui, je me dis, la deuxième intifada, c'est une période, certes pas agréable, mais une période à l'eau de rose par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. C'est l'armée qui a décidé de répliquer de manière disproportionnée. Je veux dire, elle ne l'a pas caché. Récemment, il y a quelques mois, la femme du chef d'état-major de l'armée, au 7 octobre, le chef d'état-major de l'armée s'appelait Herzi Halevi. Elle a donné une interview au journal, au quotidien Ynet, où elle raconte une chose. C'est qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre chez son mari. Elle a dit quand on lui a téléphoné au petit matin pour lui dire que voilà ce qui se passait, évidemment, il est parti tout de suite, montant de sa voiture pour aller à la base. Il a dit à sa femme simplement, Gaza sera détruite. Voilà, je veux dire, le choc était tel que dès le petit matin, l'armée savait ce qu'elle avait à faire, et on voit effectivement toutes ces notions-là dont je vous ai parlé, de relative précaution lorsqu'on veut tuer un commandant du Hamas. On fait attention qu'il n'y ait pas des civils à côté. On privilégie des armes précises, ce qui était le cas avant. Tout ça va voler en éclats. C'est le retour aux bombes lourdes de manière systématique, et c'est la mise en place d'un plan, le déploiement, ce n'est pas la mise en place, le plan était déjà en place depuis pas mal de mois. Le déploiement d'une attaque systématique de tous les commandants du Hamas et du djihad islamique qui avaient été répertoriés, localisés grâce à l'intelligence artificielle, et qu'il fallait tuer chez eux à la maison au milieu de la nuit. Donc vous avez une vague de bombardements très meurtrière, pas seulement meurtrière pour les responsables du Hamas, meurtrière pour les familles qui habitaient dans la maison. Donc la décision est très claire, ça n'a jamais été dit clairement, mais on le voit répéter d'une action à l'autre. La question des dommages collatéraux ne doit pas constituer un frein, contrairement au passé. S'il faut tuer un commandant important du Hamas, quitte à bombarder et à tuer également 100 civils,
allez-y les gars, on y va. On a plein de cas de ce genre-là. Plein de cas de ce genre-là. Et ça c'est vraiment un des points les plus importants de cette phase guerrière, c'est les bombardements. Les milliers de Palestiniens qui ont été tués, ils l'ont été par des bombardements. Ce n'est pas par la famine. La famine, certes, est quelque chose d'insupportable, d'inacceptable. Mais ce n'est pas à cause de la famine qu'ils ont été tués. C'est à cause des bombardements massifs. Et là, il y a un changement de paradigme. L'armée n'est plus la même armée. C'est l'armée, bien entendu, qui se venge, mais pas seulement. Pas seulement. On a beaucoup parlé de la vengeance, c'est certain. C'est pas seulement la vengeance. Il y a un autre phénomène qui, pour les militaires, est très important, c'est la dissuasion. Je vous parlais tout à l'heure. Il faut restaurer la dissuasion. Comment on la restaure? En tapant très dur. En tapant très dur parce que, pour faire comprendre non seulement au Hamas, mais au Hezbollah, qui a harcelé Israël dès le 8 octobre. C'est faire comprendre aux Iraniens, attention, vous allez vous mêler de ce conflit, voilà ce qui vous attend. Et donc, voilà, il y a, je dirais, au niveau macro, au niveau de la politique stratégique de l'armée, voilà, il y a cette volonté de répliquer sans tenir compte du droit international. Donc j'ai jamais vu l'armée israélienne aussi insouciante par rapport au droit international. Autrefois, dans la troisième phase dont vous avez parlé, c'était encore important. Pourquoi c'est important? C'est pas parce que l'armée est une armée, c'est l'armée du salut. C'est pas ça. C'est que l'armée déteste que ses combattants, ses officiers, soient accusés par les médias, par les ONG, par des personnalités extérieures d'avoir commis des crimes de guerre. Et ce qu'elle craignait, c'est qu'au cours de leur déplacement à l'étranger, ces officiers soient appréhendés dans des pays étrangers et remis à la justice. Alors là, c'est le cauchemar intégral pour les officiers israéliens. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est que ce verrou a sauté complètement. Je veux dire, c'est plus important pour eux. C'est plus important pour eux. Et voilà, malheureusement, on est arrivé à ce genre de situation. Mais je voulais dire également que sur le terrain, il y a aussi le comportement des unités sur le terrain. Là, c'est vraiment très important. Les unités qui vont rentrer, ratisser, et qui savent que le terrain est un terrain hyper dangereux. Les ruelles, les maisons, les tunnels sont tous piégés, presque tous piégés. Des snipers, presque dans toutes les habitations. Et donc la décision est prise, on rase tout pour protéger les soldats. Ça, c'est quelque chose de très important qui explique qu'il y a eu aussi autant de civils qui ont été tués par les unités de terrain. Un combattant, un commandant d'unité, ce qui l'intéresse avant tout, c'est protéger ses soldats. Quitte à violer même les règles d'engagement. Les règles d'engagement, elles changent d'une zone à l'autre, les règles d'engagement données par l'état-major, mais il y a toujours cette clause, vous évitez de toucher des civils délibérément. Ça fait partie des règles d'engagement. Et là, vous avez des commandants qui disent, mais je m'en fous complètement des règles d'engagement, moi ce que je veux, c'est protéger mes soldats. Donc il dit à ses soldats, nous avons un périmètre à sécuriser, je voudrais que vous sachiez que toute personne que vous voyez entrer ne peut être qu'un combattant du Hamas, vous le tuez sans sommation. Ce qui est complètement dingue, parce que vous avez des tas de civils qui se déplacent d'un endroit à l'autre, avec des enfants, et qui se retrouvent sous le feu comme ça, brutalement. Moi j'appelais ça un peu Mad Max gazaoui. Certaines unités en sont arrivées à... Je pourrais en revenir et vous décrire ça plus en détail. Il y a un soir une unité qui a été accusée de tirer sur des convois de secouristes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce cas-là.
Alors on a dit, voilà, Israël tire sur les combats de secouristes, crimes de guerre, etc. Non, attendez. Il faut aussi réfléchir et enquêter et voir ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une vidéo qui montre le commandant de cette unité qui réunit ses soldats la veille d'aller. Il leur dit, voilà, notre mission est d'aller poser un guet-apens aux gens du Hamas qui vont sortir de Khan Younes, qui vont aller vers le nord. Donc on les attend là et on va les bloquer et les tuer à ce moment-là. Je voulais vous dire tout de suite que toute personne que vous voyez est à abattre. Point. Toute personne. C'est incroyable. Donc un convoi secouriste arrive, on le démolit. C'est contraire non seulement au droit international, mais c'est contraire au code éthique de l'armée, à la pureté des armes. La pureté des armes dit, tu prends toutes les précautions pour éviter autant que possible de toucher un civil. La pureté des armes, elle s'est volatilisée. Elle n'existe plus pendant cette période. Voilà, c'est aussi grave que ça. J'arrive, je pourrais vous en parler encore beaucoup, mais je pense que je voudrais vous laisser du temps pour poser des questions. J'arrive à la conclusion. Je dis, il y a 3 conclusions que je tire de cette période rapidement. D'abord, c'est l'échec de la démocratie israélienne face au terrorisme. Dans des conflits contre le terrorisme, il y a toujours un défi pour une démocratie d'avoir à se défendre tout en préservant son humanité. C'est extrêmement compliqué. Toutes les démocraties, les Américains, les Britanniques ont connu ça, c'est extrêmement difficile. Et là, je pense que ce défi n'a pas été correctement relevé et géré. Et là, je dirais, voilà, la démocratie israélienne a fait un cadeau absolument extraordinaire au terrorisme, qui peut dire, vous voyez, ce sont des monstres, ce sont des gens, voilà l'État d'Israël que vous voulez soutenir. Le deuxième point, c'est de dire à quel point j'ai été déçu du comportement des dirigeants politiques israéliens, des premiers ministres. Je n'ai pas vu, depuis 1948, depuis Ben Gurion à Netanyahou, je n'ai pas vu un premier ministre donner l'exemple et dire, écoutez, nous sommes une démocratie, nous sommes tenus par des règles que nous voulons respecter et je vous donne l'ordre de les respecter. Ça n'existe pas, malheureusement. Les premiers ministres ont tous fait la politique de l'autruche. Ils ont dit, moi, pas vu, pas pris, et ils ont laissé l'armée travailler comme elle voulait. Et troisième point, l'armée la plus morale au monde, cette notion qu'a évoquée Madame Parent tout à l'heure, avec un point d'interrogation. Moi, j'enlève le point d'interrogation pour dire que c'est une notion qui n'a jamais tenu la route. Pour une raison très simple, c'est que ça implique, pour dire qu'elle est la plus morale, ça implique qu'il y ait une comparaison, une étude comparative pour comparer telle armée avec telle, et Tzahal avec l'armée française, britannique, américaine, ça n'existe pas. D'abord, ça n'existe pas, à mon avis, ça n'existera jamais, parce que les contextes sont différents, les intérêts stratégiques sont différents, les acteurs ne sont pas les mêmes, les périodes ne sont pas les mêmes, c'est impossible à dire. Il n'y a pas, c'est pas les Jeux Olympiques, vous avez médaille d'or, d'argent et de bronze. Ça n'existe pas une chose pareille. Bon. Mais pour les Israéliens, c'est très important. Ils continuent jusqu'à maintenant. Ils pourraient voir les pires atrocités à la télé. Elles ne montrent pas beaucoup d'atrocités. Mais même les médias qui rapportent des atrocités, ils continueront à dire Tzahal est l'armée la plus morale au monde. Parce que Tzahal, c'est leur frère, leur père qui est au combat, leur fille. Eux, c'est nous, et nous, c'est eux. Et donc, il y a une telle osmose entre les deux qu'il n'y a jamais de critique contre l'armée israélienne sur le plan de la morale. Voilà, merci beaucoup et je serai ravi d'avoir vos commentaires. Oui, je vous remercie beaucoup, monsieur, pour
continuer, c'est vous qui parlez de ceci dans votre livre, vous citez Uri Avdori qui dit l'armée israélienne, la plus morale du monde, elle est sans doute plus morale que l'armée russe, beaucoup moins morale que l'armée suisse, et au fond, les seules armées morales, c'est celles qui ne font pas la guerre. Ça va dans ce sens-là. Bon, néanmoins, les limites ont été franchies, largement, de façon répétée, et vous avez sûrement des questions à poser là-dessus, des précisions à demander, et à voir peut-être aussi la question qui est posée et que pose tout le monde, c'est est-ce qu'on peut parler, par exemple, de génocide, ou est-ce que c'est un terme à proscrire, par exemple, Est-ce que je parle fort? Oui, il me semble que c'est bon. Même si c'est délicat de faire un classement, ou si on peut dire l'armée française en Algérie a fait des choses qui n'étaient pas tristes non plus, une armée qui bombarde systématiquement les hôpitaux, qui élimine systématiquement les journalistes, on est quand même dans une gradation ou dans une catégorie d'armée qui vraiment ne respecte plus rien. Et est-ce qu'il n'y a pas une interaction entre un pouvoir politique d'extrême droite qui dit allez-y les gars, il n'y a plus de limites, faites tout, et un pouvoir politique qui serait plus modéré? C'est-à-dire au fond, est-ce qu'il n'y a pas une corrélation entre cette espèce d'armée qui est devenue épouvantable, qui est du même niveau que, je ne sais pas, je ne veux pas faire de comparaison effectivement, mais qui aujourd'hui se situe parmi les pires armées du monde. Et il y a des suicides d'ailleurs dans cette armée, parce qu'il y a des soldats qui sont détruits par ce qu'ils voient. Et est-ce qu'il n'y a pas une corrélation entre ça et un pouvoir politique qui est fasciste, quoi, et pour lesquels un bon Palestinien est un Palestinien mort? La corrélation entre une armée et un gouvernement d'extrême droite fascisant. Quelle est la complicité, le niveau de... Oui, merci pour cette réponse. Vous voulez que je vous réponde tout de suite? On entend plusieurs questions. Je vous réponds tout de suite? Oui. Ok. Non, vous avez deux choses différentes. Vous avez l'armée, vous avez ensuite le pouvoir politique. Oui, vous avez l'armée, vous avez le pouvoir politique, et effectivement, il peut y avoir des interactions entre les deux. C'est normal. Il y a toujours dans tout conflit des interactions entre les deux. On n'avait pas besoin des extrémistes qui sont au pouvoir aujourd'hui à côté de Benjamin Netanyahu pour inciter l'armée à se défouler comme elle l'a fait, avec un certain nombre de limites quand même, mais elle s'est défoulée en allant taper vite, fort sur les cibles militaires. Mais quand même, à certains moments, les pressions des députés d'extrême droite israéliens qui ont été constamment faire pression pour aller éradiquer tout le monde, tuer, ça c'est pas un facteur décisif pour l'état-major. L'état-major n'obéit pas à ces extrémistes. Il obéit à un Premier ministre, il obéit à le cabinet de sécurité, qui est un cabinet très restreint du Premier ministre, de quelques ministres proches du Premier ministre, et des principaux chefs de l'armée et du Shin Bet. Mais, par contre, ça peut impacter les unités sur le terrain. Beaucoup de combattants sont des combattants religieux, qui viennent des colonies, qui sont des sionistes religieux. Et donc, les mots d'ordre qu'ils entendent de leurs députés, de leurs rabbins d'extrême droite, pour dire, écoutez, vous n'avez pas à tenir compte du droit international, vous n'avez pas à tenir compte de la morale, ça pour eux c'est important. Parce que pour eux, un rabbin, quel que soit son positionnement politique, un rabbin, je suis sûr si c'est leur rabbin, c'est quelque chose de sacré. Et donc on a vu à de nombreuses reprises des comportements
qui frisaient l'intolérable. Des maisons brûlées sans aucune nécessité, du pillage de certaines maisons. Vous avez eu des boucliers humains, des soldats qui ont pris des passants palestiniens comme boucliers humains pour les faire entrer dans des tunnels pour explorer, voir si les tunnels n'étaient pas piégés. Ce qui est un crime de guerre à l'état pur. Hein. Je veux dire, ça se discute même pas. Bon, vous voyez donc, la réponse ne semble pas aussi simple. Israël, dans ce cas-là, n'est plus une démocratie. Attendez, C'est Attendez, la religion qui fait la loi. Monsieur, j'ai un Monsieur. micro en main et j'aimerais poser ma question. Oui, absolument. Voilà. Pardon, excusez-moi. Voilà, je vous repasserai le micro après. Bonsoir, merci de votre témoignage. Moi, je voudrais juste évoquer un mot que vous n'avez pas prononcé, c'est le mot des otages. C'est quand même une prise en... Enfin, j'allais dire quelque chose qu'il faut prendre en compte dans le conflit actuel. Il y avait des centaines d'otages. Enfin oui, non, je dis des centaines. Ouais. Et ça, là-dessus, j'aimerais vous entendre vous exprimer, parce que la morale, que faire avec le mot morale vis-à-vis de ce manque de morale de l'autre côté? Écoutez, c'est tout le problème, par principe, du conflit asymétrique, avec une démocratie qui est tenue, je ne dis pas qu'elle le fait toujours, mais elle est tenue par respecter la morale et le droit international, avec des combattants en face qui, eux, justement, exploitent toutes les limites du droit international à leur profit. Donc, ils utilisent les boucliers humains, ils utilisent leur propre population, ils les prennent en bouclier humain. Il faut dire une chose, telle qu'elle est. Ces attaques terribles qui ont eu lieu contre la population, elles font le jeu du Hamas. Le Hamas s'en réjouit, parce que ça ne fait qu'affaiblir Israël encore plus. Bon. Et donc, pour revenir à votre question, il y a toujours une grande difficulté à vouloir combattre des combattants qui prennent des otages. Une fois qu'ils ont pris des otages, c'est devenu très compliqué. L'affaire est devenue très compliquée. S'il n'y avait pas eu les otages, vous enleviez les otages de là. Évidemment, l'armée israélienne rentrait, et alors là, ça aurait été le marteau-pilon encore pire. Hein. Le marteau-pilon, des destructions encore plus importantes. Mais là, l'armée faisait attention quand elle progressait. Il y avait des secteurs où elle estimait qu'il pourrait y avoir des otages israéliens, et donc elle faisait très attention. Mais voilà, on est dans un contexte... Mais, si une démocratie se rabaisse à se comporter de la même manière que se comporte l'autre partie, elle a perdu la partie. Ce n'est plus une démocratie. Voilà, c'est vraiment la défaite. Je veux dire simplement... Attendez, monsieur. On va essayer de faire dans l'ordre, oui, c'est ça. J'ai lu votre livre et il y a deux choses qui m'ont un petit peu gênée à titre personnel. D'abord, vous dites une chose que beaucoup d'autres auteurs ou même personnes ont dit. Après le terrible épisode du 7 octobre, vous dites Israël avait toutes les sympathies et la réaction terrible sur Gaza les lui a aliénés. C'est pas ce que j'ai vécu. Moi, j'ai peut-être tort, mais là où j'étais et les nouvelles qui me parvenaient, c'était comme si l'horreur du 7 octobre avait été un permis de tuer. Les Juifs. Avait été Permis de tuer. Ah oui. Et j'ai vu dans mon pays les attentats contre les Juifs se multiplier d'une façon hallucinante, alors qu'il n'y avait pas eu encore de réplique. Donc, je suis toujours très gênée quand je lis cette chose-là. Deuxième chose qui me laisse mal à l'aise, c'est quand vous parlez, justement, mais ça recoupe ce que vous avez dit,
à propos des soldats. Selon vous, et puis selon les règles sans doute, une armée démocratique doit préférer les adversaires civils à ses propres soldats. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas hésiter à lancer, enfin, à dépenser ses soldats pour, même s'il y a des civils en danger. Je suis pas à l'aise. Voilà. La première question. La deuxième, j'ai compris. La première. La première question, est-ce que tu peux la répéter, Chantal, excuse-moi. Ta première question, c'est-elle tout de suite la réaction dès le 8 octobre, il y a eu une condamnation d'Israël et en disant finalement la situation c'était prévisible et une vague d'antisémitisme qui s'est exprimée dès le 8 octobre. Hein, voilà. Alors c'est vrai que c'est très gênant. On n'a pas attendu la guerre conduite par Israël pour avoir cette vague de réprobation d'Israël très violente, c'est vrai. Ça, c'était la première question. Voilà. Et la deuxième, c'était préférer toujours la vie des soldats, etc. Oui, sur la première question, je vous suis totalement. Il n'y a aucun problème. Sur la deuxième question, j'ai jamais dit que l'armée israélienne était arrivée à préférer l'adversaire à ses propres soldats. Elle ne le fait pas, mais on le lui reproche. Non, c'est pas ça. Non, madame, non. Écoutez, il faut voir. On ne lui a rien reproché d'emblée. Les premiers reproches ont commencé à tomber 3 semaines, 1 mois après. On a commencé à lui dire, mais attendez, c'est dingue. Il y a des milliers et des milliers de civils tués dans le bombardement. Qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'à partir de novembre commence à monter une contestation. Maintenant, la contestation, elle n'émane pas du côté israélien. Hein. C'est pas du côté israélien. C'est plutôt du côté des gens qui s'estiment soit choqués par le procédé, soit proches des Palestiniens. Donc, non, dans cette guerre-là, je veux dire une chose, madame. Je veux dire une chose. Avant le 7 octobre, ce que vous dites là, on reprochait le reproche qui est fait à l'armée de préférer l'adversaire à ses soldats, c'est le reproche qu'ont fait les familles des soldats contre l'armée, contre le procureur militaire, pour dire, attendez, vous voulez respecter le droit international, mais vous le faites sur le compte de la vie de nos fils et de nos filles qui sont au combat. Et ça, c'est inadmissible. Mais ils ont été trop loin, c'est pas vrai. C'est pas vrai. L'armée protège ses soldats, ça je peux vous dire. Je veux dire, c'est vraiment clair et net à ce niveau-là. Oui, alors je voudrais simplement reposer la question, est-ce que c'est encore une démocratie Israël? Puisque d'après ce que vous dites, c'est les rabbins et voire l'état-major qui fait la politique, il n'y a plus de politiciens, il n'y a plus de Mossad, il n'y a plus vraiment d'organisation pour contrer autrement que par la violence et par l'extrémisme des deux côtés. Et évidemment, on est loin de partir vers un État, un double État dans la terre d'Israël. Donc je ne sais pas si c'est une mauvaise analyse ou si vraiment on peut espérer quand même que c'est pas là. Pour nous Français, évidemment, qui sommes depuis 1905 dans un État laïque, on a du mal à comprendre que ce soit les extrémistes, soit religieux, soit de l'armée qui font la loi. Il n'y a plus de politiciens, si je comprends bien. Ou alors les politiciens sont à la traîne de ces gens extrémistes. C'est un peu mal parti pour faire 2 États. Et on a du mal à comprendre comment on va arriver à aboutir à ce qu'on voudrait voir arriver. Oui, merci monsieur. Votre question est tout à fait légitime. Est-ce que c'est encore une démocratie? Moi, je vous répondrai une chose. C'est que une démocratie, ce n'est pas un régime, ce n'est pas des valeurs qui sont figées une fois pour toutes. Toutes les démocraties ont connu des hauts et des bas. Quelqu'un avait tout à l'heure mentionné un monsieur la guerre d'Algérie. Les Français, pendant la guerre d'Algérie, ont fait des atrocités.
les Britanniques au Kenya dans les années 40, ils ont massacré des Mau en masse. Les Américains pendant la guerre du Vietnam, et vous connaissez le célèbre cas de Miley, c'était aussi une atrocité d'un village entier massacré. Est-ce que les États-Unis ont cessé d'être une démocratie pour autant? Est-ce que la France a cessé d'être une démocratie pour autant? Je veux dire par là, c'est que la démocratie a des hauts et des bas. Elle a des périodes sombres, elle a des périodes fastes. Là, on est dans la période la plus sombre de l'histoire d'Israël, de l'histoire de la démocratie israélienne. C'est la période la plus sombre. Voilà, ça c'est vrai. Oui. D'abord, je pense que l'État d'Israël est un État non laïque, mais religieux. Non laïque, mais religieux. Théocratie. Bon, premier point. Deuxième point, vous faites un panorama. Très bien. Mais où va-t-on? Ça dure depuis plus de 50 ans. Pour moi, très clairement, une seule solution. Un seul État. Un seul État qui va du Jourdain à la mer avec deux peuples. Deux peuples ayant les mêmes droits. Actuellement, dans l'État d'Israël, vous avez 20% d'Arabes qui coexistent avec des Israéliens. On peut. Qui coexistent. Pas avec les mêmes droits. Il n'y a pas de soldats arabes dans l'armée de Tsahal. Ça, on ne peut pas l'imaginer. Donc, l'idée de deux États est absolument, pour ma part, totalement illusoire. Et il ne faut pas oublier que le régime actuel, tel qu'il est, qui est la majorité du peuple des Israéliens, des Juifs israéliens, est pour surtout, il n'y aura pas deux États. Un seul État est la seule solution. Oui, on va peut-être. Oui, c'est ça. Si ça va dans le. Si ça complète. Si ça complète. Alors, on va peut-être répondre à la grosse question de monsieur d'abord. Voilà. On va peut-être d'abord répondre à votre question, monsieur. Allez-y, répondez à oui, si vous voulez. Écoutez, là, je comprends tout à fait votre analyse et on sort un peu du sujet. On sort un peu du sujet, mais je ne veux pas ne pas y répondre. Je ne veux pas ne pas le répondre. Ce débat, un seul État, deux États, bon, nous entraîne vers autre chose. Mais ce que je voudrais dire par là, c'est que ceux qui disent un État, comme vous, monsieur, un État, deux peuples, pourquoi pas? La question est de savoir qui en veut. Est-ce que les Palestiniens en veulent? Est-ce que les Israéliens en veulent? À mon avis, non. Les Palestiniens, il faut comprendre une chose. Moi, c'est une chose que j'ai comprise depuis l'époque où j'étais étudiant, en 1970. J'ai compris une chose. C'est qu'il y a eu, à partir de la guerre des 6 jours et après, l'émergence d'un sentiment national palestinien. Et ça, c'est une force extraordinaire qu'on n'arrivera pas à mater. On n'arrivera pas à la mater. Et donc, il faut la prendre en considération. Ce que veulent les Palestiniens, c'est passer par la case État-nation. C'est ce qu'ils veulent. Et c'est ce qu'ils le souhaitent. Si vous dites, écoutez, vous êtes prêts à renoncer à ça, ils vont vous dire non, on n'est pas prêts à renoncer à ça. Et donc, c'est peut-être, vous avez peut-être raison dans l'absolu, lorsqu'on pose la question aux gens, ils ne sont pas d'accord. Or, on fait la paix avec les peuples, et pas de manière imposée. Oui, je suis d'accord. On assiste à une période de renaissance des sentiments nationaux dans le monde entier, en Europe y compris. Il est illusoire de penser qu'on ne puisse pas passer par la case État palestinien. Bon, là je suis d'accord. Mais moi je voulais
dire autre chose. Ce n'est pas particulièrement novateur d'ailleurs. Les Israéliens, les Juifs en général, sont des gens pétris d'histoire. Ils doivent savoir, ils devraient savoir qu'aucune réplique massive visant les populations civiles n'a permis de gagner une guerre. On ne gagne pas une guerre en s'en prenant aux populations civiles. Les Français l'ont appris en Algérie, les Américains l'ont appris au Vietnam, et tant d'autres épisodes disent la même chose. Alors, d'où vient en Israël actuellement cet oubli de l'histoire? Je n'ai qu'une seule réponse, je ne sais pas quelle sera la vôtre, mais c'est que, à la suite de tout ce qui s'est passé, et en particulier du 17 octobre, les Israéliens ont basculé dans l'irrationalité. Ils ne tiennent plus compte des réalités. Ils sont lancés dans un mécanisme qu'ils ne contrôlent plus et qui est une perte d'analyse. C'est une défaite intellectuelle. Morale, bien sûr, mais c'est aussi une défaite intellectuelle. Ce peuple qui s'est souvent distingué par ses recherches intellectuelles, son attachement à la rationalité, a renoncé à ça. Est-ce temporaire ou est-ce définitif? Il faudra revenir à la rationalité, à la raison, tout simplement. Et c'est dans cette mesure-là que la situation actuelle me paraît vraiment inquiétante et nouvelle. Ce peuple a basculé. On l'y a poussé, nous sommes bien d'accord. Mais il a basculé. Comment le faire revenir à la raison? C'est quand même un paradoxe que ce soit quelqu'un comme Trump, qui n'est pas quelqu'un qui brille par sa rationalité, qui ait une petite chance de la réintroduire. C'est quand même un comble. Bon. Moi, je suis donc très inquiet par cette défaite de la pensée. Merci, monsieur. Pour répondre à votre question, on ne gagne pas vous dites on ne gagne pas une guerre en s'en prenant la population civile. Écoutez, là, indépendant de la question morale, il y a un problème du conflit asymétrique, comment on le gère. J'avais écrit un livre qui était paru en 2009, qui s'intitulait Tzahal à l'épreuve du terrorisme, pour montrer comment on fait ça. Ne s'en prenait pas à la population civile, mais elle ne savait pas gérer les situations dans lesquelles il fallait se battre contre une guérilla urbaine. Comment arrêter des gens sans bousculer une famille entière, la réveiller au milieu de la nuit, sans protéger un poste de commandement sans tirer sur des civils. Ça, elle n'a jamais su le faire. Et je donnais l'exemple de réflexion qui avait eu lieu sur le plan international parmi les stratèges militaires, notamment un stratège militaire français qui s'appelait David Galula, et qui avait expliqué une chose. Pour gagner une guerre de conflit asymétrique, il faut faire une chose. Il faut séparer la population des combattants. Protéger la population, la choyer, pour qu'elle n'apporte pas le soutien aux combattants. Il faut scinder les deux. Ça, c'est quelque chose que les Israéliens n'ont jamais su faire. En 2009-2010, j'étais en Israël, j'ai présenté ce livre, j'ai présenté cette réflexion en montrant les échecs qu'il y avait eu. Oh là là, c'est incroyable ce qu'on m'est tombé dessus en disant mais non, j'avais rien compris, etc. Mais c'est ça leur problème. C'est pas de chercher à tuer les civils. Maintenant, le 8 octobre, le 7 octobre, c'est différent. Le 7 octobre, on ne cherche même plus à gérer un conflit asymétrique. On veut quelque chose que le Premier ministre a décidé, c'est victoire, dans tous les cas, la défaite absolue du Hamas. Et pour cela, on ne prend pas de précautions. Quel que soit... c'est incroyable, on donne des ordres aux soldats. On leur dit, si tu te sens menacé, voilà,
tu es responsable de tel secteur, si tu te sens menacé, tu tires. Ça veut dire quoi, tu te sens menacé? Ça veut dire que n'importe quelle personne, la menace, c'est quelque chose de tout à fait subjectif. Donc, quelqu'un peut dire, ah ben moi, je me sentais menacé, il tue un passant avec ses 2 enfants. Ouais. Mais ça veut dire l'arbitraire total sur le terrain. Voilà, ça veut dire, et voilà ce qui s'est passé. C'est un arbitraire total sur le terrain. Maintenant, vous avez raison de parler d'irrationalité à propos du 7 octobre. Oui, je partage votre point de vue. C'est une situation, malheureusement, souvent je réfléchis, j'essaie de me mettre dans la peau des combattants, dans la peau du commandement, parce qu'il faut essayer de comprendre comment ils réagissent, comment ils réfléchissent. Oui, il y a quelque chose de démentiel qui se produit dans la tête. Je vois les réactions, je vois les discussions avec des gens, comment ils réagissent. Il n'y a pas de civils innocents, donc voilà, on peut taper dedans. Et ça, c'est une disjonction totale. C'est un paradigme complètement nouveau par rapport au passé qu'on n'a jamais connu. C'est une rupture de civilisation. Oui, est-ce que ça va être temporaire ou définitif? Écoutez, moi, je vais vous dire, je ne joue pas les prophètes, simplement. Moi, ce qu'il me semble, c'est que le comportement d'une armée est toujours fonction d'un contexte général. Si le contexte est apaisé, l'armée se comporte de manière apaisée. Si le comportement est là à la brutalité, la menace, la peur, les combattants ont peur. Il ne faut pas croire que cette armée israélienne, c'est une armée de héros. Il y a des héros, mais beaucoup ont peur pour eux, pour leur peau. Et donc ils tirent à vue sur tout ce qui bouge. Souvent c'est ça. Et donc moi je dirais, revenons à un contexte politique qui permette de... Alors là, on a une réflexion qu'on n'a pas entamée, que les Israéliens n'ont pas entamée, que le peuple israélien ne veut pas entamer, sur comment on sort de ce conflit, comment on sécurise les villageois israéliens du sud d'Israël pour que le 7 octobre ne revienne pas. Voilà, là c'est vraiment le grand défi, mais qu'il faut prendre à bras le corps. Excusez-moi, Trump a fait quelque chose de formidable. Il a violé le Premier ministre israélien, il a violé le Hamas, c'est génial. On ne s'imaginait pas qu'il allait réussir à ce point-là, mais pour le reste, pour l'après-guerre, il n'a rien apporté. Il n'y a rien qui se dessine pour l'instant. Comme ça, des principes en l'air, mais concrètement, tout est à construire. Tout est à construire et à reconstruire. Et au contraire, on continue la colonisation à outrance. On a quelqu'un qui veut parler là. C'est la solution. Messieurs, dames, bonsoir. Je suis un rescapé de la Shoah. Je sais ce que c'est que la guerre. J'étais en Normandie quand il y a eu le débarquement des Américains. Je dirais une chose. La guerre n'a pas de limite, malheureusement. Et comment est-ce que je pourrais dire? Il n'y a pas de guerre propre. En ce qui concerne le conflit en Israël, pardon, c'est vrai que depuis des décennies, depuis 1948, il y a eu plusieurs propositions qui ont été faites. Il y a eu des accords qui ont été faits, des accords qui ont été défaits. Le problème, c'est que si on regarde bien les choses, les Palestiniens n'ont jamais accepté ce qu'on a proposé. Ce n'est pas les Israéliens qui ont proposé, c'est les Nations Unies qui ont proposé. Et vous savez, ce qui s'est passé le 7 octobre, ça a été quelque chose d'affreux. Affreux. Parce que quand vous voyez les bombes qui tombent, les gens qui sont égorgés, que comme j'ai vu, on ne réagit plus, on ne sait plus ce qu'on fait. Et je ne dis pas, vous savez, je ne suis pas contre le peuple palestinien, je suis contre les dirigeants des peuples palestiniens, contre les dirigeants aussi d'Israël qui n'ont pas respecté. Voilà. Si les dirigeants des pays ne respectent pas le peuple, on continuera à faire la guerre. Et ce ne sera jamais un pays, le monde ne sera jamais en paix. Il faut le penser. Il faut aussi accepter. On ne peut pas continuer comme ça. Sinon, ça ne finira jamais, jamais, jamais. Quand en ce qui concerne deux États, ce n'est pas à moi, et je ne pense pas que ce soit à vous de décider. C'est les Palestiniens eux-mêmes qui doivent décider. Mais avec des dirigeants
qui ont la tête sur les épaules, pas pour massacrer Israël et pour tout le temps contrôler les enfants, pour leur dire il faut chasser les juifs, les mettre à la mer et on prendra leur place. Ça suffit, des millénaires qu'on s'est massacrés depuis des millénaires, les juifs sont responsables de tout. Eh bien écoutez, non, il arrive un moment, il y en a marre, et je ne veux plus entendre ça, ça me déchire le cœur. Merci. C'est plus une déclaration qu'une question, mais on la prend avec beaucoup de respect et de sérieux, c'est évident. Et on va donner la parole à quelqu'un d'autre aussi. Bonsoir, je voudrais vous demander si l'état d'esprit de Tsahal et du peuple israélien est propre uniquement à la situation de Gaza actuellement, ou est-ce que vous pensez qu'il pourrait se reproduire dans le cadre d'une future opération, par exemple au Liban ou au sud de la Syrie, ou avec des pays voisins? Est-ce que ce qui se passe à Gaza pourrait se reproduire dans un élan israélien contre le Liban, contre la Syrie? Non, vous avez tout à fait raison de poser cette question. Le fait est que ce qui s'est passé à Gaza ne s'est jamais reproduit ailleurs. Jamais. Le Liban, c'est quelque chose de tout à fait différent. Le Liban, d'abord, le Hezbollah n'a pas pris des otages. Ça, c'est une question essentielle. Elle n'a pas pris des otages. Elle n'a jamais lancé une attaque aussi meurtrière que celle lancée par le Hamas le 7 octobre. Et donc, il n'y avait pas de raison pour l'armée israélienne de rentrer comme elle l'a fait dans la bande de Gaza et de mener une guerre. Cela étant, Israël a eu un défi différent de celui de Gaza, qui était de gérer la puissance du Hezbollah en termes de nombre de missiles. Et là, ils ont fait quelque chose, comme vous savez, d'assez astucieux, qui est allé viser les commandants du Hezbollah qui avaient tous un beeper, donc ils ont piégé les beepers, ils ont réussi à atteindre même Nasrallah. Il y a eu, je crois, 200 morts dans le périmètre. Nasrallah a été liquidé et le Hezbollah a pris peur. Donc on est dans un contexte tout à fait différent. Je ne peux pas dire que ce qui se passe dans la bande de Gaza peut se reproduire ailleurs, parce que l'ailleurs n'est pas le même que celui de Gaza. C'est pas le même. Et en plus, je dirais, la topographie du Liban, avec un terrain très accidenté, avec des collines, des vallons, des caches, des grottes, etc. C'est pas comme Gaza. Gaza, c'est tout plat, les chars foncent et en avant. Là, c'est compliqué. Hein. Donc, c'est pas transposable. C'est pas transposable. Et à mon avis, ça ne peut pas être transposé. J'aurais aussi peut-être envie d'ajouter qu'au Liban, beaucoup de Libanais étaient absolument opposés au Hezbollah et ont vu quand même l'aplatissement du Hezbollah comme une chance pour peut-être évoluer vers des autorités, enfin, un pouvoir plus démocratique, le Hezbollah étant un État dans l'État, alors que dans la bande de Gaza, il y a bien des manifestations contre le Hamas, mais l'opposition est réprimée par Yahya Sinwar et d'autres depuis belle lurette, et on ne sent pas de possibilité de s'appuyer très facilement sur une population gazaoui qui est pourtant aussi l'otage du Hamas. C'est-à-dire, il y a les otages israéliens du Hamas, mais il y a aussi vraiment les otages civils que représentent les Gazaouis par rapport au Hamas. Or, quelquefois, ce qui est un petit peu gênant, c'est que dans l'expression de la réprobation d'Israël, et qui est parfaitement justifiée de l'armée d'Israël en ce moment, et des gouvernements israéliens, on entend rarement des critiques aussi contre l'action criminelle du Hamas qui a piégé non seulement Israël, mais également les civils gazaouis, et sans aucun scrupule. Hein. Donc il faudrait peut-être aussi équilibrer davantage les torts partagés
Et ce qui explique peut-être aussi l'irrationalité, c'est-à-dire que ce qui a affecté énormément les Israéliens, c'est la jouissance avec laquelle, visiblement, les militants du Hamas ont massacré. Cette jouissance qu'ils ont filmée, dont ils étaient fiers. Alors c'est vrai que ça peut rendre fou, littéralement. Et ça explique peut-être la monstruosité, l'irrationalité dans laquelle est partie cette guerre. Peut-être. Alors, encore une question peut-être, mais après ça va être la dernière, puisque nous arrivons à l'heure qui nous est impartie. Moi, je me pose la question de déporter un peu la question de l'éthique de l'armée et de son rôle en parlant de la Cisjordanie. Et pour aussi, je dirais, quitter un peu le cataclysme qu'a provoqué le 7 octobre. Le rôle de l'armée en Cisjordanie n'est pas non plus d'une éthique à toute épreuve. Et qu'est-ce que ça peut dire de la volonté d'Israël sur le peuple palestinien? Oui, merci madame. On a j'ai souvent entendu cette question, on me l'a souvent posée. Mais j'ai jamais vraiment focalisé sur ce qui se passe en Jordanie depuis le 7 octobre, parce que ce qu'il y avait déjà avant le 7 octobre me semblait déjà très grave. Très grave. Donc c'est des décennies de construction des colonies, d'actes illégaux sur le plan du droit international, de connexion, de soutien de l'armée aux colons, alors qu'une armée occupante doit protéger toutes les populations sous son autorité, qu'elles soient israéliennes, juives, israéliennes ou palestiniennes. Et c'est ce qu'elle ne fait pas. On voit, mais c'est quelque chose qui est très ancien. Je veux dire, si vous prenez les rapports de l'ONG B'Tselem depuis les années 80-90, ils racontent tout le temps les mêmes récits de connivence entre des soldats et les colons. Pourquoi? Parce que les soldats sont là pour protéger les colons. Ils ne sont pas là pour protéger la population palestinienne. Ce qui est en soi une violation du droit international. C'est pas ce que dit le droit international. Bon, voilà. Bon, ben écoutez, merci, on va remercier. Vos applaudissements sont éloquents. Nous remercions évidemment Samy Cohen de la clarté de son exposé et des éclairages qu'il nous a donnés et dont nous ne bénéficions pas souvent. Mais en tout cas, notre association va continuer évidemment à agir dans ce sens. Prochainement, nous intervenons également auprès des étudiants qui sont les enseignants en formation. Et puis nous aurons d'autres initiatives. Maintenant, évidemment, si vous pensez à nous aider en déposant votre bol, comme je le disais tout à l'heure, dans le chapeau que Chantal va vous proposer, eh bien, votre bol sera la bienvenue. Et également, vous avez donc à la sortie la vente du livre de Samy Cohen, Tuer ou laisser vivre. Merci à vous.